Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez? Tout va bien? On va demander à ceux qui sont peut-être debout de nous rejoindre. Ils vont nous rejoindre au fur et à mesure. Merci de vous être réveillés ce samedi matin pour venir assister à cet atelier sur les nouvelles conquêtes sociales. C'est un grand mot dans le petit laïus de présentation. On parle de dépasser la résignation et de faire naître l'espoir. Vous avez 50 minutes. J'espère que vous êtes au taquet parce qu'il y a un peu de travail. Résignation, pourquoi? Peut-être parce qu'on peut dire que depuis plusieurs décennies, on a quand même des luttes qui sont souvent défensives, qui sont souvent difficiles, qui peut-être ont fatigué nos combats et nos militants, nos militantes, ont peut-être allégé nos cortèges aussi, quelles qu'elles soient, que ce soit des luttes sociales, féministes, écologistes, certaines se développent, d'autres refluent. Dans tous les cas, souvent on est en lutte contre des grands projets inutiles, contre des reculs sociaux, sociétaux, etc. Et or, on sait bien aujourd'hui que si dans les mois, les années qui viennent, nous avons vocation ensemble à changer de la vie des gens, à prendre le pouvoir pour transformer la société, transformer la vie des gens, il ne va pas suffire d'être contre ce qu'ont fait ceux qui précédaient. Cécile Duflot, hier soir, disait par exemple très justement que gagner pour perdre, c'est pire que perdre. Certains ont par exemple vécu en 2012. Il ne suffit pas de prendre le pouvoir si à la fin on ne change pas vraiment et qu'on ne répond pas aux aspirations des gens. Et donc notre enjeu aujourd'hui, c'est qu'on sait de quels oripeaux les libéraux, les conservateurs affublent les écologistes. On serait une écologie punitive, on parle de dictature verte, parfois pire, de retour à la bougie, etc. On voit cette image qui nous colle à la peau. Or, nous devons faire la preuve du contraire, faire la preuve que dans une société écologiste, une société écologique, c'est aussi une société de progrès social et que même certains combats, et de plus en plus, sont indissociables et que se battre pour des nouvelles conquêtes sociales, c'est la même chose que se battre contre le changement climatique et pour une société écologiste. Et par exemple, effectivement, le combat des communs, par exemple, est du même ordre. Protéger le savoir, partager le savoir, c'est lutter à la fois contre la sélection à l'université et c'est à la fois nous éduquer et apprendre la transition. Partager l'eau, c'est comme partager un logement, ce sont les mêmes combats que nous portons ensemble. Et donc, notre enjeu aujourd'hui, c'est de nous demander quelles seront ces nouvelles conquêtes sociales qui peuvent à la fois crédibiliser le projet politique de l'écologie et des gauches pour prendre le pouvoir dans notre société, et aussi faire naître un espoir, répondre aux aspirations des gens concrètement. Quels seront les changements dans la vie quotidienne des Françaises et des Français, et peut-être plus largement des Européens demain. Et donc pour en parler, en ma compagnie, qui suis moi-même responsable de Génération dans le Val-de-Marne, je suis avec Fanélie Carré-Comte. Tu es conseillère régionale du groupe Alternative écologique et sociale à la région Île-de-France, qui est un groupe intéressant qui, dès aujourd'hui, rassemble les écologistes et les membres de Génération et Nulle Insoumise. Si je ne me trompe pas, tu es une ancienne députée et tu travailles dans l'économie sociale et solidaire. Sigrid Gérardin, tu es secrétaire nationale de la FSU, en charge des questions de formation professionnelle et de l'égalité professionnelle, et notamment en lien avec le SNUEP, le syndicat national de l'enseignement professionnel. Et Pierre Larouturou, tu es député européen au groupe socialiste et démocrate, issu d'une nouvelle donne, et très engagé depuis longtemps sur les questions notamment de temps de travail et de transition écologique. Et donc je vais tout de suite vous laisser la parole pour peut-être me dire voilà, comment voyez-vous l'état de ces luttes aujourd'hui? Est-ce que vraiment il n'y a que des luttes défensives? Il n'y a pas quand même quelques signaux d'espoir? Et surtout, dans cette société écologique, comment est-ce qu'on articule conquête sociale, progrès social et transition écologique? Alors, je vais peut-être laisser la parole tout de suite. Peut-être Pierre, je te laisse commencer si tu veux. Ok, merci beaucoup Thomas. Bonjour à chacune et chacun, très heureux d'être là. Il n'y a pas que du défensif, effectivement. D'abord, il y a quand même eu quelques victoires. Je me souviens quand on était à Notre-Dame-des-Landes, on s'est pris pas mal de lacrymogènes, mais on a quand même eu quelques victoires. Mais simplement, ça ne suffit pas. On voit bien qu'on est vraiment dans un moment critique. En 2012, j'avais fait un bouquin avec Michel Rocard, et Rocard disait « Le capitalisme nous amène à une crise suicidaire à moyen terme pour l'humanité ». Une crise suicidaire à moyen terme, c'était en 2007. Et 13 ans plus tard, je pense que le suicide se rapproche. Quand on parle avec des climatologues, quand on voit le niveau de chômage, quand on voit le niveau des marchés financiers. Donald Trump a fait hier un tweet pour dire que c'était génial, que les marchés financiers étaient à un niveau jamais vu. Donc le mélange de la crise écologique, de la crise sociale, de la crise démocratique dans beaucoup de nos pays peut amener à une catastrophe. Et on peut connaître la catastrophe de notre vivant. Ce n'est pas pendant un siècle ou dans 2 siècles.
Vraiment, quand vous parlez des climatologues, ils sont à un niveau de stress, voilà, ils vous disent que c'est bien pire que ce qu'ils pensaient il y a 5 ans. Donc il faut qu'on arrive à faire bouger les choses, il faut qu'on arrive à gagner en 2022, et gagner, ça suppose d'abord de gagner la bataille des idées, si on ne veut pas juste gagner parce qu'il y a une usure de l'autre côté et ne rien faire, ou perdre, parce qu'il y a un scénario où on peut perdre. Et donc il y a une bataille des idées à gagner, et puis il n'y a pas que 2022, je suis député européen, et avec les écolos, et avec les ONG, et avec les syndicats, avec Adélaïde, Hanouna et Greta et tous les jeunes qui sont dans la rue, on a un combat fondamental dans les mois qui viennent pour savoir est-ce qu'on est capable d'avoir une taxe Tobin. Ça fait 20 ans qu'on en parle, mais est-ce qu'on est capable de gagner une taxe Tobin pour avoir de l'argent pour les systèmes de santé, pour l'emploi et pour le climat. Et ça se décide dans les 3 mois qui viennent. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience, mais le cadre économique et financier pour les 7 années qui viennent se décide avant Noël. Et donc, c'est pour ça qu'avec David Corman et d'autres, on est en train de se voir comment est-ce qu'on peut gagner la bataille, pas juste obtenir une rustine sympathique, mais avoir un changement radical. Voilà. Tu m'as proposé de parler d'abord de la question sociale. Donc, en gros, je voudrais développer 2 combats fondamentaux. Celui sur la semaine de 4 jours pour lutter contre le chômage et pour vivre autrement. Je pense qu'il faut absolument relancer le débat sur le temps de travail, mais en étant précis et convaincant, et pas, voilà, et pas juste sur la défensive. Et puis après ça, sur la question du climat, comment est-ce qu'on a les moyens financiers pour isoler toutes les maisons, pour faire des transports en commun, pour aider tous les agriculteurs. Il y a besoin de centaines de milliards. Et bonne nouvelle, on sait comment les trouver si on se donne les moyens de gagner la bataille politique dans les mois qui viennent. Sur la question du temps de travail, désolé, je pense que tous ceux et celles qui sont ici sont convaincus, mais le but, c'est vraiment qu'on échange des arguments pour qu'on puisse diffuser à des gens qui ne sont pas encore convaincus. Premier point, c'est sur les limites de la croissance. J'en ai un peu marre, ça fait 25 ans que j'actualise cette courbe, mais voilà, ne rigole pas, moi aussi j'en ai marre, mais voilà l'évolution de la croissance depuis 50 ans en France. Est-ce qu'on peut encore miser sur le retour de la croissance pour créer des emplois? Et la courbe est la même dans tous les pays occidentaux. Donc quand j'entends encore Bruno Le Maire, quand j'entends Emmanuel Macron qui dit que grâce à leur politique, on va relancer la croissance, le collectif Roosevelt avait une vidéo assez marrante où depuis Raymond Barre, certains d'entre vous n'étaient pas nés, mais déjà Raymond Barre nous disait que la croissance revenait. Tous les premiers ministres de droite et de gauche depuis 40 ans nous disent que grâce à eux, la croissance revient. C'est suicidaire de continuer à miser sur la croissance. Deuxième point important, c'est les gains de productivité. Dans toutes nos entreprises, dans tous nos pays, on a fait des gains de productivité colossaux. Grâce aux robots, grâce aux ordinateurs, tu pourras en parler mieux que moi, c'est dans tous les secteurs. L'intelligence, le nombre d'étudiants a été multiplié par 7. On a investi dans les cabesses, on a investi dans les robots. Et donc la productivité flambe. Et aux États-Unis, c'est Robert Reich qui montre une courbe assez impressionnante. Il montre comment la production industrielle a augmenté de 80%. Donc on dit qu'on est dans une crise. La production industrielle sur le territoire américain a augmenté de 80%, mais le besoin de travail a diminué de 30%. Et comme la question du temps de travail est souvent un sujet tabou, comme on n'a pas baissé le temps de travail des salariés, on a baissé de 30% les effectifs et il y a un chômage catastrophique, il y a une précarité, mais ce n'est pas à cause de la mondialisation. Bien sûr qu'il faudrait humaniser la mondialisation et faire respecter des règles sociales et écologiques, mais le problème, c'est d'abord la non-réduction du temps de travail. Robert Reich raconte qu'on a mis des milliards dans la productivité, dans l'intelligence et dans les robots, et qu'on est incapable de gérer, d'avoir un débat serein collectivement sur qu'est-ce qu'on fait de cette intelligence. C'est le fruit de notre intelligence qui devrait amener à du bien-être pour tout le monde et qui amène à un chômage et une précarité terrible parce que la question du temps de travail est tabou. Et même quand la gauche était au pouvoir la dernière fois, avec Stéphane Hessel et d'autres, on avait essayé de relancer le débat sur le temps de travail. On nous avait dit que ce n'était pas un sujet à la mode. Donc il faut absolument relancer le débat, et je pense que la semaine de 4 jours est une des façons les plus positives. En Allemagne, c'est IG Metall qui vient de relancer le débat il y a 3 jours. On sait très bien que dans la plupart des entreprises, si on va au boulot, on fait une journée complète. Donc faire une demi-heure de moins chaque jour ou une heure de moins, on sait que c'est du pipeau, que dans la réalité, il y a plein de gens qui ne déclarent pas, j'en vois plein qui font oui de la tête, hélas, on sait très bien qu'il y a plein de gens qui ne déclarent pas leur heure sup, et si on va au boulot, on fait la journée complète. Donc ce n'est pas une heure de moins par-ci, par-là. Par contre, si on a un jour de moins par semaine, si chaque salarié, quel que soit son métier, fait un jour de moins par semaine, l'entreprise reste ouverte 5 jours par semaine, donc on va embaucher. Et bonne nouvelle, tu me dis si je suis déjà trop long, il y a déjà 400 entreprises. Les Anglais vous disent que la preuve du pudding, c'est que ça se mange, et la preuve de la semaine de 4 jours, c'est qu'il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours avec le financement qu'on propose. Fleury-Michon, Maminova, mais les petites dans mon coin du Béarn, dans le laboratoire de biologie, ils sont tous passés à 4 jours, et partout, il y a eu au moins 12% d'embauches en CDI. La clé, c'est de dire il n'y aura pas d'exonération si vous ne créez pas au moins 10% d'emplois en CDI. C'est un des problèmes avec les 35 heures, c'est que la première loi sur les 35 heures était très bien, il a permis des accords équilibrés, mais après ça, on a dit que même une entreprise qui
ne baissait pas la durée réelle du travail, et même une entreprise qui ne créait pas d'emploi avait droit à des exonérations. On a vu les entreprises qui restaient à 38 heures de durée réelle, qui ne créaient aucun emploi, qui avaient droit à des exonérations. Donc à nos yeux, il faut relancer le débat et la négociation, c'est absolument fondamental, en donnant la parole à des salariés et à des entreprises qui sont déjà passées à 15 jours, et en disant on ne pourra pas donner d'exonération s'il n'y a pas au moins 10% d'emplois en CDI, et dans certains secteurs 15% d'emplois. Donc je pense qu'il faut relancer le débat pour éviter des licenciements. Quand Macron nous dit qu'il faut travailler plus, c'est une hérésie. En Allemagne, ils veulent relancer d'abord le débat pour éviter des licenciements. Une entreprise qui a 20% de travail au moins, au lieu de couper les effectifs, elle garde tout le monde et on doit maintenir au moins 95 ou 97% du revenu, c'est tout à fait possible. Donc d'abord éviter des licenciements, mais il y a la moitié des entreprises qui vont très bien en ce moment et si on négociait les 4 jours, on pourrait créer des emplois. Je finis en disant qu'à partir des 400 entreprises qui sont déjà passées à 4 jours, le ministère du Travail estime qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois. Donc ce n'est pas un modèle macroéconomique théorique, c'est à partir des 400 pionniers, des petites, des grandes, dans l'agroalimentaire, dans l'informatique, un cabinet d'avocats, un mouvement général vers les 4 jours avec ses règles, pas d'exonération s'il n'y a pas des emplois, créerait 1 600 000 emplois. Et c'est du temps pour vivre, c'est du temps pour soi, c'est du temps pour les gens qu'on aime, c'est du temps pour un engagement citoyen, c'est du temps pour avoir un mode de vie plus apaisé. Merci beaucoup Pierre. On vient d'entrer dans le vif du sujet dans le monde du travail. Peut-être qu'on peut aller tout un petit peu en amont. Avant d'entrer dans le monde du travail, il y a la question de la formation. Toi qui es enseignante et syndicaliste, comment ça se passe dans les services publics aujourd'hui? Comment on prépare la société écologiste? Alors, dans la fonction publique, vous savez qu'on subit des attaques à l'heure actuelle qui sont assez brutales. Il y a une loi qui a été votée l'été dernier qui s'appelle la loi de transformation de la fonction publique, qui va avoir des impacts énormes sur tous les usagers, qui risque d'aggraver encore les inégalités territoriales, les inégalités d'accès de tous les usagers sur l'ensemble du territoire à des services publics de qualité. La crise sanitaire, elle a révélé déjà des carences au niveau des services publics. Malheureusement, ce dont on se rend compte, c'est que le gouvernement actuel ne prend pas la mesure et refuse toute concession en ce qui concerne les postes sur les services publics. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand on a discuté un petit peu pour préparer cette table ronde, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de répondre à cette question en prenant un sujet qui est souvent un angle mort, qui est très méconnu et qui pourtant est essentiel parce qu'il est à l'articulation, à l'intersection entre le social et l'écologie. Et c'est la formation professionnelle initiale. Et donc les lycées professionnels. Les lycées professionnels forment à peu près 650 000 jeunes aujourd'hui en France. Et ça correspond à un tiers de la jeunesse lycéenne. Le bac professionnel, qui a été créé en 1985, c'est aujourd'hui le 2e baccalauréat de France. Pourtant, c'est un lieu de l'éducation nationale qui est complètement méconnu et souvent laissé pour compte, hormis souvent les syndicats. Très rares sont les partis politiques, même qui se disent ouvriéristes. Alors les médias, n'en parlons pas. En fait, c'est vraiment l'angle mort. On n'en parle jamais et quand on en parle, c'est juste pour dire qu'il y a eu des violences scolaires dans tel lycée. Alors, pourquoi il est méconnu? Bon, on va pas développer, mais c'est une des causes, certainement, c'est qu'il scolarise majoritairement des jeunes de milieux populaires. C'est plutôt les jeunes qu'on a dans les lycées professionnels ont plutôt des parents ouvriers, des parents employés. En plus, les lycées professionnels forment à des métiers qui sont souvent invisibles. Et qui sont des métiers, j'aime pas ce mot, mais qu'on considère comme subalternes. Or, cette crise sanitaire que nous venons de vivre a mis en lumière dans les métiers en première ligne des personnels qui sont eux-mêmes formés à des métiers. Alors, je retire évidemment les personnels hospitaliers, notamment les infirmières et les médecins, mais les aides-soignantes, les caissières, les couturières, les routiers, tous ces métiers dont l'utilité sociale n'est plus approuvée aujourd'hui depuis la crise sanitaire sont des métiers ce sont les lycées professionnels qui forment à ces métiers. Ces lycées professionnels vivent aujourd'hui une concurrence très féroce avec ce qu'on appelle le système par apprentissage. Alors, je crois qu'il faut le redire, l'apprentissage n'est pas une idée moderne, c'est une idée vraiment de l'ancien monde, puisque avant, apprendre un métier manuel relevait uniquement de l'apprentissage du geste technique fait en entreprise, fait par le patronat. Aujourd'hui, la scolarisation des jeunes futurs ouvriers, futurs employés,
employés de demain se fait à l'école. C'est des luttes séculaires qui ont permis la scolarisation de la formation professionnelle et c'est une spécificité française dont on nous envie beaucoup dans certains pays européens. Et les lycées professionnels ont fait la preuve de leur efficacité sur le taux d'accès aux diplômes, etc. Et la crise sanitaire a montré aussi qu'ils étaient beaucoup plus protecteurs pour les jeunes. Alors je parle essentiellement des jeunes mineurs aujourd'hui parce que je trouve que le drame aujourd'hui de l'apprentissage s'adresse plutôt aux jeunes mineurs. Alors une conquête sociale dans un monde écologique c'est la formation à ces métiers. Une première reconquête, je dirais, et après une nouvelle conquête. Une première reconquête, ça serait de redonner les moyens aux services publics d'éducation de pouvoir former tous ces jeunes, d'avoir une formation déjà ambitieuse, c'est-à-dire d'articuler parfaitement la formation gestes techniques au savoir professionnel et aux savoirs généraux dans une visée un peu émancipatrice de son travail. Parce il va falloir aussi arrêter d'avoir cette vision de formation uniquement exécutante où on appuierait sur son digicode pour avoir une formation professionnelle en 3 jours de pizzaiolo et ça suffirait pour être un bon pizzaiolo ou un bon boulanger par exemple. C'est une vision hyper moderne mais très réactionnaire en fait de l'éducation. Et ce qui permettrait par contre de penser les choses presque comme une révolution et dans une société écologiste, ça serait de revoir toutes les formations professionnelles au prisme des fameux 1 million de nouveaux emplois pour le climat. On est face à un ministre qui nous dit sans cesse de relever les défis climatiques, de relever tous les défis écologiques. En réalité, la carte des formations, c'est-à-dire toutes les formations professionnelles disponibles sur tout le territoire dans l'éducation nationale, rien n'a bougé. De fait, rien n'a bougé, mais rien n'a bougé de ce point de vue de l'évolution des emplois à venir. Donc, je pense qu'un gouvernement qui pourra parler de révolution sociale et de révolution écologique sera un gouvernement qui prendra en compte effectivement les emplois de demain, voir quels emplois de demain pour une société écologique, mais qui réfléchira évidemment aussi à la revalorisation des métiers et des salaires des gens qui sont considérés comme utiles socialement, mais aussi qui sera capable de regarder quelle formation on va offrir aux futurs salariés, employés de demain qui seront sur ces emplois. Merci beaucoup. Et après l'école, après le travail, il y a tout le reste de la vie. Et là aussi, on a beaucoup de conquêtes à obtenir. Je vais laisser Fanny nous dire lesquelles. Fanny nous dira. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voulais remercier Thomas pour le fait d'avoir organisé cet atelier sur ce thème des nouvelles conquêtes sociales et des nouveaux droits, parce que je pense que c'est extrêmement important dans la question de la définition de notre projet politique de gauche écologiste. Et je crois que c'est d'autant plus important que sur ces questions de nouvelles conquêtes sociales et de nouveaux droits, on est soumis aujourd'hui, je dis ça rapidement en introduction et je parle du concret juste après, on est soumis aujourd'hui à une nouvelle équation qui est bien complexe, qui est très bien expliquée par les travaux du philosophe Pierre Charbonnier, qui écrit notamment Abondance et liberté. Je crois que ça a été, à mon avis, très cité dans tous les ateliers depuis 3 jours, et qui explique bien que jusqu'à présent, on avait des nouveaux droits sociaux qui avaient été obtenus sur la base d'une logique productiviste dans le cadre d'une société fondée sur la croissance et qui avait une adhésion et un soutien, notamment des classes populaires, à ces nouveaux droits par le biais donc, de ce modèle économique et social, et qu'aujourd'hui, on a ce nouveau défi de déterminer des nouveaux droits, des nouvelles conquêtes sociales dans une société en rupture avec ce modèle de croissance, ça rejoint ce que disait Pierre tout à l'heure, donc dans une société post-croissance, en sortant d'un modèle économique productiviste et consumériste. Et donc comment est-ce qu'on fait pour déterminer ces nouveaux droits dans ce nouveau paradigme-là? Et donc pour moi, il y a un enjeu à ce que les nouveaux droits dont on parle s'inscrivent bien dans ce nouveau modèle économique et social, et aussi soient vraiment ciblés sur les questions de justice sociale et de réduction des inégalités, parce que je crois que d'abord c'est un impératif politique, éthique, tout ce qu'on veut, et aussi que c'est une condition d'adhésion à notre projet politique de gauche et écologiste. Donc dans ce cadre-là, moi je t'avais dit Thomas, je voulais développer deux sujets, je ne vais pas les développer parce qu'on n'aura pas le temps, mais je veux citer 2 sujets sur lesquels je pense extrêmement important qu'on développe des nouvelles propositions sur de nouveaux droits. C'est les questions d'alimentation et c'est les questions de culture. Et on n'en parle peut-être pas beaucoup et pas suffisamment dans nos débats et dans le débat public. L'alimentation, je parle là de la question du droit à une alimentation saine et de qualité pour toutes et tous.
Je crois que là, il y a un vrai enjeu de détermination de nouveaux droits. Et je crois que c'est essentiel parce que ça recoupe plein d'aspects en fait, autour de cette question de l'alimentation. D'abord, il y a des vraies questions d'inégalité et de justice sociale. On voit bien aujourd'hui que la possibilité de pouvoir faire accéder soi-même et ses enfants à une alimentation de qualité, c'est pas donné à tout le monde. On sait bien qu'il y a beaucoup de mobilisation, notamment dans les quartiers populaires, autour de cette question-là. Donc il y a un vrai enjeu de réponse à la question des inégalités. C'est un vrai enjeu au plan écologique, parce que bien évidemment, sur la question de l'empreinte carbone, sur la question des dégâts que cause aujourd'hui notre système agricole, on a besoin de refonder toutes ces politiques agricoles, ces politiques alimentaires, avec l'enjeu de la conversion au bio, mais avec aussi l'enjeu de la solvabilisation, par exemple, des agriculteurs, qui est un vrai problème aussi économique et social aujourd'hui. Et puis, il y a aussi derrière des questions d'aménagement du territoire, autour de l'agriculture urbaine, de la solidarité urbain, rural, périurbain, etc. Donc, on est vraiment, je crois, au carrefour de plein de choses là-dessus. Et du coup, je crois qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. Je pense à tout ce qui est la question de la favorisation des logiques de circuit court. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre en direct les consommateurs et les producteurs à travers soit de la mise en lien direct, soit des associations type AMAP, soit des plateformes, enfin, tout ce qui peut se développer aujourd'hui. Il y a la question de l'accès. Il y a beaucoup d'associations, notamment une qui est assez connue, qui s'appelle l'association VRAC, qui fait des choses autour de Lyon et de Strasbourg sur la question de l'accès à l'alimentation bio dans les quartiers populaires et qui met à disposition des solutions pour ça. Et puis, il y a une grosse problématique sur la question des collectivités locales, notamment sur la question des repas végétariens dans les cantines. On sait que les cantines scolaires, c'est un vrai sujet là aussi pour l'éducation alimentaire et la lutte contre les inégalités. Et donc, or, on sait que du déclaratif à la mise dans le réel, c'est pas toujours simple. C'est question d'arriver à permettre ces alternatives végétariennes dans les cantines, y compris sur le modèle économique. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau des collectivités locales. Il y a la question du développement de l'agriculture urbaine. Enfin, voilà. Pour moi, c'est un premier champ de réflexion autour de la question des nouveaux droits. Et si je peux encore prendre une minute, je voulais juste dire un mot aussi donc, sur la question de la culture et des droits culturels. Pourquoi ? Parce que là aussi, je pense qu'on a un enjeu majeur en matière de lutte contre les inégalités, mais aussi parce que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, et ça fait aussi lien avec les questions éducatives, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur quel nouveau droit dans une société post-croissance et sortie de la logique productiviste et consumériste, la culture et les artistes doivent jouer un rôle majeur, en fait, dans ce projet politique-là. Pour créer d'autres émancipations, d'autres désirs. On a vraiment besoin de ce rôle central de la culture et des artistes. On a un exemple, je pense, absolu de ce qu'il fallait pas faire en la matière autour de ce que Macron et le gouvernement ont développé sur la question du pass culture. Là, c'est cette idée des 500 € mis sur une appli qui a été expérimentée dans 14 départements, qui marche pas, qui coûte beaucoup d'argent et qui en plus ne comprend pas du tout comment on fait de l'éducation artistique et culturelle, parce qu'on est vraiment dans une logique consumériste qui n'a pas du tout fonctionné. Et donc du coup, comment à rebours de ça, on peut développer à la fois des vraies politiques publiques de soutien aux artistes et aux acteurs culturels. Et je trouve aussi que dans le cadre du contexte post-confinement, on ne parle pas suffisamment, il y a une vraie urgence sociale et économique à aider les acteurs culturels. Et donc je pense qu'il faut vraiment que ça soit un axe majeur. Et puis il y a plein de choses à faire sur la question d'une vraie politique d'éducation artistique, en appui avec les initiatives de la société civile, etc. Le soutien aux acteurs associatifs et culturels et l'accès aux loisirs aussi, parce que en termes de droits concrets, en termes de nouvelles conquêtes sociales, le droit aux vacances, et d'ailleurs c'est intéressant de voir aussi que dans les nouveaux élus, dans les nouvelles villes de gauche et écologistes, il y a pas mal de mesures qui ont été prises sur la question du droit aux vacances pour les personnes les plus précaires. Donc voilà, autour des droits culturels et de la culture, et je m'arrête là parce que c'est trop long, là aussi je crois qu'il y a un axe autour des nouvelles conquêtes sociales. Vous êtes très efficace, merci beaucoup. Avant peut-être de donner la parole tout à l'heure au public pour les interroger sur ce qu'ils pensent de ce que vous racontez, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que là on vient de dresser un panorama efficace de champs nouveaux qui sont ouverts conjointement par des questions sociales et des questions écologistes. Ce qui est important aussi de se demander, c'est comment concrètement on les obtient, ces avancées, comment concrètement on a des luttes qui gagnent à un moment. Et donc, on a ici des intervenants qui viennent de plusieurs champs de la société, des collectivités locales, du syndicalisme, du Parlement européen. Comment concrètement, dans ces différents champs d'intervention, on peut obtenir et redonner un peu, remettre
le schmilblick en marche et retrouver le chemin de conquête sociale. Peut-être qu'on peut commencer par la question de la place du syndicalisme dans cette société écologiste. Quel est le rôle du syndicat aujourd'hui? Quel était peut-être par rapport à celui qu'il avait hier? Où est-ce qu'on en est? Et quelle place doit prendre, et je pense que c'est un débat qui est important pour nous, qui va s'ouvrir, quelle place doit prendre les syndicalistes dans cette progression peut-être vers la transition et le changement? Alors, déjà, je pense qu'il ne faut pas opposer frontalement les luttes défensives et les luttes de conquête de nouveaux droits. Il est de la responsabilité du mouvement social et du syndicalisme, évidemment, de se défendre quand on a des attaques assez brutales contre le monde salarial en général, contre les libertés publiques, etc. Je pense qu'il y a une lutte assez emblématique de ce point de vue. Il faut qu'on tienne les deux bouts, c'est-à-dire qu'on soit capable de contester, de combattre des lois et en même temps de revendiquer de nouveaux droits. Il y a des luttes emblématiques de ce point de vue-là, c'est certainement les luttes féministes. Les luttes féministes sont patientes, ont parfois des sommets un peu radicaux et ensuite... mais en tout cas, ce sont des luttes déterminées. Et les féministes savent bien qu'à chaque fois qu'il y a une crise sociale, une crise économique, les droits ne sont jamais acquis. Donc les féministes mènent des luttes parfois défensives contre l'IVG, par exemple, contre des mesures qui dégraderaient l'égalité professionnelle, etc. Et parfois sont à l'offensive et elles arrivent à tenir ces deux bouts. Et je pense notamment aux luttes qui sont menées en ce moment contre les violences sexistes et sexuelles. Alors maintenant, comment continuer en fait, comment travailler? Il faut aussi voir un peu les difficultés auxquelles le syndicalisme se confronte. On a des difficultés qui sont souvent des difficultés européennes de toute façon. Dans chaque pays en Europe, quasiment chaque pays est gouverné par des gouvernements libéraux qui mènent des politiques assez agressives au niveau économique, au niveau social, qui précarisent les populations. On a des opérations aussi de discrédit du mouvement syndical qui est assez récurrent dans les médias, souvent orchestré par les partis, et on a aussi une responsabilité avec une unité qui est très difficile à mener. Et donc, je pense qu'on a une responsabilité, là je vais rejoindre ce que tu disais en introduction, on a une responsabilité dans les syndicats, mais je pense dans d'autres champs aussi, de continuer à décrypter toute la communication mensongère qui est faite au jour le jour. Par exemple, on ne peut pas mettre en place une fiscalité plus juste au prétexte que les entreprises fuiraient notre pays et augmenteraient le chômage, etc. Et je pense qu'on le fait tous en tant que militants, toutes et tous, nous dans le monde du travail, évidemment, dans les établissements scolaires, mais aussi dans les entreprises. Et je pense qu'on y gagnerait à peut-être échanger, que tous les acteurs qui veulent une Europe sociale, qui veulent un pays et une Europe sociale, auraient un gros intérêt à échanger plus et à voir un peu plus ce qui nous rassemble plutôt que ce qui pourrait nous opposer. Et ça, je pense que c'est important. Et il y a un exemple très concret de ça qui a émergé pendant le confinement. C'est, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est le collectif Plus Jamais Ça, urgence sociale, urgence écologique. C'est parti de 4 organisations syndicales et 4 associations qui travaillent justement sur les questions écologiques. C'est la CGT, la FSU, Solidaire et la Confédération Paysanne d'un côté, Attaque Oxfam, les Amis de la Terre et Greenpeace de l'autre. Et on a échangé pendant le confinement en visio et on a réussi quand même à lever des contradictions qui étaient fortes. Je pense qu'on a gagné du temps parce que... Et puis, je crois qu'on a prouvé que si on ne mettait pas, ce que tu disais aussi, l'urgence sociale au même niveau que l'urgence écologique et vice-versa, on ne peut pas gagner. Et de cette première tribune qui a été énormément soutenue par d'autres associations, qui a permis aussi des rencontres avec les partis politiques, a émergé des collectifs locaux qui, sur un territoire donné, vont réfléchir, si on démantèle
une centrale nucléaire, si on ferme une usine, parce que justement aussi, pourquoi pas, elle, au niveau écologique, elle a une empreinte assez dramatique, comment on travaille en amont la question sociale, la question de l'emploi, pour éviter de s'opposer. Je crois que, et pour ça, moi, il me semble que construire une Europe, ça se fait avec les acteurs de terrain localement à la base, les acteurs nationaux, et c'est en partant de la base qu'on va arriver ensemble à construire cette Europe sociale. Merci beaucoup. Fanny, peut-être? Je laisse compléter. Oui, donc peut-être sur deux niveaux. Donc sur comment on fait, évidemment, peut-être que la première des choses dont on peut parler, c'est la question des politiques publiques et des institutions démocratiques. Et je crois que là, on a un vrai enjeu, je pense, à articuler différents niveaux, différents leviers d'action. On en parlait tout à l'heure, il y a évidemment la question du niveau des collectivités locales, où je crois que sur cette question des nouveaux droits, on a là des espaces pour pouvoir vraiment agir concrètement sur les questions d'éducation, sur les questions d'alimentation, de loisirs, etc., ce dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi le fil conducteur un peu de ces 3 jours de journée avec un certain nombre de nouveaux élus qui sont venus là pour parler concrètement de ce qui est en train d'être fait. Il y a évidemment une échéance très importante cette année continuer un peu l'articulation des niveaux au niveau des collectivités, c'est évidemment la question des élections régionales, où là aujourd'hui, au vu des compétences occupées par les régions, parler des lycées, mais ce que je disais également aussi sur les questions d'agriculture, d'alimentation, on a là vraiment, je pense, des espaces pour pouvoir porter des vraies politiques alternatives pour contribuer à cette transformation de notre société avec des nouveaux droits à la clé. Donc je pense que là aussi il se passe quelque chose. Mais on a vraiment besoin, je pense, d'articuler tous les niveaux. On a aussi besoin du niveau national et du niveau des politiques publiques nationales sur un certain nombre de sujets, c'est les questions de travail et de protection sociale. Et on aura aussi besoin du niveau européen, et Pierre en parlera après tout à l'heure. Et je trouve que là où on pourrait peut-être travailler encore mieux, c'est justement sur cette articulation des différents niveaux entre eux, du local au supranational, pour arriver à construire la cohérence de ces politiques publiques avec donc à la clé des nouveaux leviers, des nouvelles possibilités d'action et des nouvelles possibilités de conquête sociale. Ça, c'est un aspect. Et après, une fois qu'on a dit ça, il y a la question de l'articulation aussi avec la société civile, parce qu'il faut que derrière tout ça, d'abord, il y a un vrai enjeu démocratique, et donc il faut que ces politiques publiques dans les collectivités, elles soient menées de manière la plus démocratique possible, et ça veut dire, je pense, trouver aussi de nouvelles modalités de travail, d'implication, de co-construction avec les acteurs de la société civile. Et il y a un point particulier dont je voudrais également parler par rapport à ça, sur le comment on fait, c'est la question de la place de l'économie sociale et solidaire, qui est pour moi une question extrêmement importante, parce que je crois que toutes les transformations dont on est en train de parler, elles ne pourront pas être réussies si on ne modifie pas en profondeur le fonctionnement de la sphère économique, vers plus de démocratie et vers une orientation des modèles économiques des organisations sur un but qui ne soit pas le seul profit, qui soit donc le développement des organisations à finalité non lucrative. Et ça, le champ de l'économie sociale et solidaire, il joue un rôle majeur pour transformer ce champ économique, en articulation avec les politiques publiques et avec les collectivités locales, et ça fait le lien entre les deux aspects de mon intervention. Et on voit bien, il y a plein d'initiatives sur lesquelles l'ESS, je pense, est amené à jouer un rôle, en tout cas je le souhaite et je l'espère, de plus en plus important. Sur la question de l'alimentation, on sait que toute la dynamique autour des AMAP, elle est venue de l'économie sociale. Ce qui se passe aujourd'hui sur les circuits courts, à travers par exemple le développement de nouvelles plateformes coopératives comme Open Food France ou Coop Circuit, je citais l'association VRAC, il y a plein de supports pour mettre en place des nouveaux exemples d'initiatives là-dessus. C'est aussi le cas sur la culture, dans le domaine culturel il se passe plein de choses aussi où l'économie sociale et solidaire peut jouer un rôle majeur. Je disais récemment que le nouvel adjoint à l'économie sociale à Paris avait posé la question du modèle coopératif pour soutenir et reprendre le cinéma associatif La Clé, que vous connaissez peut-être et qui a de grandes difficultés. On se disait que le modèle coopératif peut peut-être être une solution, notamment le modèle de SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui permet d'associer différentes parties prenantes, dont les collectivités locales, mais aussi des partenaires, des salariés, des usagers, etc., pour produire du commun de manière un peu différente. Donc, pour résumer, il y a une question, donc je pense, on a vraiment des leviers et on parlait d'espoir et
d'émancipation et de moments mobilisateurs. Je pense qu'autour des échéances électorales à venir, et notamment des élections régionales à très court terme, on a, je pense, des vrais leviers pour porter des combats nouveaux et faire des choses nouvelles. Et dans cette articulation entre pouvoir public, acteurs de la société civile, économie sociale et solidaire, là aussi, il y a des champs d'expérimentation et de concret particulièrement féconds qui, à mon avis, sont indispensables pour parvenir à cette transformation sociale que nous appelons tous de nos voeux. Merci beaucoup. Et donc, naturellement, on en arrive à la question européenne comme le niveau supranational. Son rôle est-il important dans cette histoire? Fanelli l'a très bien dit, tous les niveaux sont importants. Il y a des problèmes qu'on ne peut régler qu'au niveau local et on crée une convivialité. C'est au niveau local qu'on voit les problèmes, c'est au niveau local souvent qu'on invente des solutions, mais on se heurte à des problèmes financiers. Il y a des choses sur les questions d'éducation, sur les questions de travail, c'est seulement au niveau national qu'on peut négocier des choses intéressantes. Et puis sur la question des finances, est-ce que l'Europe continue à nous tirer vers en bas ou est-ce que l'Europe est un levier pour mettre la finance au service du bien commun? Voilà. Donc avant de parler des questions de stratégie, c'était ta question, j'aimerais rester quand même 2 minutes sur la question du climat et sur le combat fondamental à mes yeux des 3 mois qui viennent. Il y a encore plein de gens qui n'ont pas compris la gravité du problème du climat chez nos dirigeants ou qui pensent qu'avec la crise économique, c'est bon, le CO2 s'est calmé. On voit au Parlement européen comment il y a des gens qui, il y a 1 an, disaient le climat est une priorité. Et là, ils font marche arrière en disant, avec la crise économique, de toute façon, le CO2 s'est effondré. C'est tout à fait faux. Je suis allé encore il y a 3 jours sur le site de Mauna Loa, vous mesurez le CO2. Ne rigole pas à chaque fois que j'ai un graphique. Il y a des gens qu'on arrive à faire bouger, mais j'en ai marre des graphiques. Mais honnêtement, si tu dis, pas je suis écolo, j'ai la vérité, t'en as dont le cerveau se rétrécit. Si tu dis, c'est l'observatoire de la NASA à 3000 mètres d'altitude, et voilà les chiffres depuis 40 ans, et donc le bilan du CO2 dans l'atmosphère pour le mois de juillet, c'est qu'en 1 an, entre juillet 2019 et juillet 2020, le CO2 a augmenté de 2,6 unités, 2,6 ppm, c'est du jamais vu. On a un niveau de CO2 d'il y a 5 millions d'années, mais surtout l'évolution depuis 40 ans. Dans les années 60, le CO2 augmentait seulement de 0,8 par année, 0,8. Et là, malgré la crise économique, on est à 2,6. Donc cette année, le CO2 dans l'atmosphère va 3 fois plus vite que dans les années 60. Donc effectivement, dans notre pays, pendant 3 mois, ça s'est calmé, mais les conneries qu'on a faites depuis 40 ans, le dérèglement climatique, en tant que tel, maintenant se nourrit. Quand il y a des feux de forêt monstrueux en Australie ou en Sibérie, ça lâche du CO2. Donc on est vraiment proche d'un point d'effondrement. Ça fait 30 ans que les climatologues nous disent qu'il y a un moment où ça va accélérer et où même si on fait le maximum, ce sera trop tard. C'est comme quand on était petit, il y avait des toboggans avec 2 pentes. Au début, si on a la trouille, on peut encore s'arrêter et puis remonter. Mais il y a un moment où, quoi qu'on fasse, on ne peut plus s'arrêter. Et là, on est vraiment, quand vous travaillez des climatologues, ils sont vraiment à un niveau de stress jamais vu. On est vraiment à un moment où même quand l'activité économique s'arrête quasiment pendant 3 mois, le dérèglement climatique en tant que tel se continue. Donc il y a une urgence à casser complètement la courbe, et ce qui suppose d'isoler toutes les maisons, de faire des transports en commun partout, et de rendre obligatoire. Emmanuel Macron n'a pas voulu reprendre cette idée de la Convention citoyenne, mais oui, il faut se dire que toutes les maisons, toutes les écoles, tous les lycées, tous les théâtres, toutes les églises, toutes les fermes, tous les bureaux doivent être isolés, et donc ça suppose qu'il y ait des aides. Si vous demandez à chaque famille, à chaque village de faire des travaux d'isolation, et que chaque famille et chaque mairie doit payer, vous aurez des millions de gilets jaunes. Donc il faut qu'il y ait des aides financières, sinon on ne pourra jamais le rendre obligatoire. Et les aides financières, on voit bien qu'au niveau de chaque pays, on n'y arrive pas. J'avais tout à l'heure Greta et Adélaïde qui était avec Greta chez Angela Merkel hier, et Merkel a dit qu'elle n'avait pas les moyens pour faire... Donc, par contre, au niveau européen, je pense qu'on a les moyens. 2 idées, et tu ne rigoles pas quand je sors mes graphiques, je crois que tu es un ami, le dumping fiscal. Non mais c'est tout bête, mais franchement, voilà, le dumping fiscal, quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était à 45%. 45%. On est tombé à 19%. Voilà. La courbe en bleu, c'est l'impôt sur les bénéfices en Europe. Aux États-Unis, ce n'est pas un pays marxiste, de Roosevelt jusqu'à Trump, l'impôt était à 38%. L'impôt sur les bénéfices aux États-Unis jusqu'à Trump était 2 fois plus important qu'en Europe. Donc on ne nous dise pas que ce n'est pas possible. Et Bruno Le Maire a redit hier qu'il allait encore baisser l'impôt sur les bénéfices en France, que Bruno Le Maire va baisser l'impôt pour être dans la logique européenne. Le journal Les Échos, ce n'est pas le journal de l'ultra-gauche, le journal Les Échos, la phrase d'hier, ça commençait par « ce sera fromage et dessert ». Ce sera fromage et dessert pour les entreprises, 10 milliards de baisse sur les impôts de production. Voilà. Qu'on aide les entreprises en difficulté dans certaines conditions, évidemment, mais que les entreprises qui font des milliards de bénéfices, on continue à baisser l'impôt sur les sociétés, on dit qu'il n'y a pas d'argent pour l'école, il n'y a pas d'argent pour l'hôpital, il n'y a pas d'argent pour le climat, il y a des limites. Donc oui, il faut un impôt sur les sociétés européens. José Bové, quand on était dans le débat en 2005, le débat sur le référendum, j'avais donné cette courbe à José, donc quand c'est José, tu rigoles pas, et José Bové était en débat avec Jacques Delors, c'était le grand débat avant le référendum, et José Bové avait dit « je vote non parce que j'en ai marre d'une Europe qui accélère la concurrence fiscale ». Il avait montré cette courbe. Et Jacques Delors avait dit
José Bové a raison, c'est le prochain combat à mener, ceux qui votent oui et ceux qui votent non, un impôt européen sur les bénéfices. On était en 2005 et Jacques Delors disait « Bové a raison, il vote non parce qu'il n'est pas content, moi je vote oui, mais de toute façon, c'est le prochain combat à mener. » Donc est-ce que cette année, on se donne les moyens effectivement de stopper le dumping fiscal? Deuxième idée, c'est la taxe sur les transactions financières, la taxe Tobin. Il y en a parmi nous qui militent depuis 25 ans, mais c'est le bon moment. Quand vous achetez n'importe quelle consommation, vous avez 20%. L'autre jour, j'étais à une boîte de raviolis dans le Parlement européen, devant Mme von der Leyen. J'ai dit, même les plus pauvres, même ceux qui vivent avec 600 € par mois, ils payent une TVA à 5% sur l'alimentation fondamentale. Mais sur les marchés financiers, la taxe est à 0,0%. Pourquoi est-ce que c'est 0,0% pour les marchés financiers, alors que pour l'alimentation vitale, c'est 5,5%? Donc on milite, j'ai dit que je suis rapporteur général du budget, mais j'ai dit au mois de juillet devant tout le Parlement et devant Mme von der Leyen et devant l'ambassade d'Allemagne qu'en conscience, je ne pourrais pas voter le prochain budget s'il n'y a pas cette année la création d'une taxe Tobin. Malgré la crise économique, les marchés financiers vont très bien, l'activité sur les marchés financiers n'a jamais été aussi importante, et malgré le Brexit et la crise, on pourrait avoir l'année prochaine 50 milliards, où il faut 18 mois pour la mettre en place. Tout est prêt techniquement. C'est juste le lobby bancaire qui n'en veut pas. Ça fait 50 milliards de plus chaque année. La taxe plastique, c'est très bien, il faut le faire, la taxe plastique, mais c'est 5 milliards et ça devrait diminuer. La taxe sur les transactions financières, c'est 50 milliards. Vous pouvez isoler un bon paquet de maisons, vous pouvez faire un bon paquet de transports en commun et créer des emplois et améliorer le pouvoir d'achat. J'étais à Grenoble il y a un an, je ne sais pas si Eric Piolle est par là. J'ai vu un monsieur, on a isolé son HLM et il dit c'est beaucoup plus confortable, j'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver et je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. Donc il n'y a aucune opposition entre le progrès social et agir pour le climat. On peut créer des emplois, mais la question est de savoir comment on amorce la pompe. Et ce n'est pas au plus précaire. Il y a 30% des Français qui n'ont pas 1 € d'économie et qui se font engueuler par les banquiers tous les mois. Ce n'est pas au plus précaire de vivre dans ces conditions et de payer l'addition. Voilà. Donc c'est maintenant que ça se décide. Les 3 mois qui viennent sont fondamentaux. Je m'arrête. Merci. Merci beaucoup. On va pouvoir avoir le temps de prendre quelques questions si vous êtes aussi efficaces que nos intervenants et intervenantes. De plus jamais. Bonjour à tous. Là, on est 10 minutes, jusqu'à 52. Bonjour à tous. Question, il faudra être plus efficace. Je pense que pour le bien de tous, il faudrait converger 2 gros chapitres, la gratuité et l'économie des communs, c'est-à-dire rajouter l'alimentation, le logement, avec la culture, la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie. Dans un premier temps, je pense que le revenu de base universel est vraiment la clé et la solution pour tous les maux de la planète. Il faudrait mettre en place un droit d'usage sur les biens communs. Également, pour stopper la taxe du service public, je pense que le revenu universel est le salaire des fonctionnaires titulaires et l'ancêtre du revenu universel. Voilà. La question, c'est également la semaine des 32 heures. Pour moi, c'est la semaine des 4 jours. Payer 39. Oui. Ça passe par la coupe également du revenu universel. Le temps partiel choisi. Voilà, je voudrais savoir si on pourrait avoir pour la France 1000 milliards d'euros pour financer le revenu universel, tout simplement. Et je pense que ça se joue au niveau de Bruxelles. Merci beaucoup. Peut-être une autre question par là? Merci. Je voulais commencer par remercier l'intervention qui était passionnante sur cet atelier. Merci pour vraiment ces points de vue très complémentaires que vous avez exprimés chacun à différentes échelles, mais aussi sur différentes thématiques qui se recoupent. Ma question porte sur la question des imaginaires. Thématique ô combien importante de notre camp social et politique. Macron a quand même réussi un pari quand même assez fort qui était de réussir à complètement pervertir l'imaginaire collectif, à donner comme modèle de réussite finalement la volonté de vouloir écraser autrui, vouloir être millionnaire comme si c'était un projet en soi de société et un projet personnel intéressant. Et en comparaison, la gauche écologiste parfois est taxée aujourd'hui presque d'être conservatrice, réactionnaire, vouloir conserver des privilèges entre guillemets, alors que finalement on nous opposerait aujourd'hui d'aller toujours plus vite et de réduire ces privilèges entre guillemets
pour aller sur un modèle plutôt basé sur la liberté et le libéralisme. J'accélère. Comment est-ce qu'aujourd'hui on fait en sorte que notre camp social puisse réenchanter un imaginaire écologique, social, solidaire, pour contrer finalement ce libéralisme économique complètement prédateur et délétère. Merci beaucoup. Le troisième, rapidement. Merci pour ce podcast. Moi, je voulais parler de la culture parce que j'étais très heureuse qu'on parle un peu de culture sur ce sujet des conquêtes sociales, parce que c'est un sujet qui est très souvent oublié, alors que la culture est un sujet ô combien de gauche et les politiques culturelles devraient être des politiques qu'on met extrêmement en avant à gauche, ce qui est rarement le cas, on en entend peu parler. La preuve, il n'y a pas vraiment d'atelier dans ces 3 journées sur les questions culturelles. Or, c'est des vraies questions sociales. La preuve, quand vous avez cité la notion droit culturel, et j'en suis très heureuse, puisque les droits culturels sont aujourd'hui reconnus comme des droits humains à part entière, et donc des vraies questions de social et de justice sociale. Et donc voilà, je voulais juste vous entendre un peu plus sur ce sujet, comme vous n'avez pas pu beaucoup le développer, et que je pense que c'est extrêmement important d'en parler. Merci beaucoup, on va vous laisser répondre. Donc vous avez 2-3 minutes chacun. Pierre, peut-être, si tu veux commencer. Pardon, plusieurs ont remercié les interventions. La question était comment est-ce qu'on gagne, et je pense que quand on nous entend, on voit bien qu'il y a une complémentarité et qu'on voit bien que chacune de nous et chacun de nous a une expertise dans son domaine, que c'est les mêmes valeurs, mais qu'on n'a que 24 heures par jour, aucun de nous ne peut être sur tous les combats. Donc moi je pense que l'unité, on a montré à Marseille, on a montré à Bordeaux qu'on peut créer la surprise quand on est unis, et je pense qu'il faut garder cette unité pour les régionales, pour le combat européen et pour la suite. Je pense qu'on n'a aucun homme providentiel ou aucune femme providentielle, et que c'est une bonne nouvelle, parce que du coup on va pouvoir faire un travail en commun sur le projet. Que quand il y avait Mitterrand, j'étais petit, mais tout le monde disait Mitterrand est génial, donc tout le monde s'écrasait, Mitterrand décidait tout seul, et Mitterrand n'avait pas réfléchi ni sur les questions sociales ni écologiques. Mais aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait aucun homme, aucune femme providentielle, c'est que je pense qu'on peut collectivement faire campagne, collectivement travailler sur le projet, et être des milliers à faire campagne, parce qu'il y a une bataille des idées à mener. C'est pas en ayant 1 minute 30 sur TF1 qu'on arrivera à, voilà, sur le temps de travail, dès que vous en parlez, ça ricane. 1 minute, si vous n'avez que 1 minute pour parler de la RTT, évidemment ça ricane. Si vous avez déjà 10 minutes, déjà c'est différent. Et si chacun de nous en parle dans ses réseaux, quand il va dîner avec ses parents, quand il va voir ses copains, voilà, si on fait des vidéos, si on se dit qu'on veut gagner, qu'on se met d'accord, que nos réseaux se mettent d'accord sur 5, 6, 7 priorités et qu'on fait campagne là-dessus, on voit bien que Macron et le libéralisme sont au bout du rouleau, et qu'en 18 mois, on peut créer la surprise au régional et au présidentiel, aux législatives. Et donc, ça suppose une équipe. Il faudra mettre le nom d'une femme ou d'un homme dans la Ve République. Voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment travailler le projet, et que ce soit des équipes au régional comme au niveau national. J'ai été un élève de René Dumont. J'ai eu la chance d'être élève voilà, qui disait qu'il fallait parler à l'intelligence et à la conscience des gens. Et je pense que le libéralisme ne parle ni à l'intelligence ni à la conscience des gens, et que nous, nos idées, c'est un peu plus compliqué que les idées du libéralisme. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens, avec la crise aussi, ont envie d'un truc qui parle à leur intelligence et à la conscience. 3 mots-clés. C'est un jeune climatologue qui me disait qu'il avait le moral à 0 la dernière fois qu'il m'appelait, mais il me dit pour gagner, il y a 3 mots-clés. L'intelligence, la bienveillance et la fermeté. L'intelligence, il y a encore des gens qui n'ont pas compris le problème et qui n'ont pas compris que le capitalisme nous amène à la catastrophe, qui n'ont pas compris les solutions, ils ne savent pas qu'il y a cet argent qui est disponible. La Banque centrale a créé 1300 milliards le 18 juin, je n'ai pas le temps, mais la BCE a mis 1300 milliards qu'elle a donné aux banques. Donc là, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Et si on leur dit, ça les fait réfléchir. Voilà. Donc intelligence. Bienveillance. Si tous ceux qui ne votent pas écolo, qui ne votent pas Nouvelle Donne, on leur dit que c'est des gros bouseux, peut-être que leur cerveau va se rétrécir. Donc d'abord de la bienveillance en disant qu'a priori, ce sont des femmes et des hommes qui devraient être d'accord, principe de fraternité ou de sororité. Et troisièmement, fermeté. C'est pas pour rire, c'est pas pour rigoler. Ce n'est pas un coup d'essai en 2022, mais en fait en 2027 ou 2032. Vu la gravité de la situation, il faut qu'on soit ferme au niveau européen, qu'il faut qu'on gagne au niveau des régionales, et qu'il faut absolument qu'on gagne en 2022. On ne peut pas laisser 5 ans la droite au pouvoir en plus. Intelligence, bienveillance, fermeté et unité. Merci beaucoup, Pierre. Je ne vais pas dire grand-chose de plus, parce que comment on gagne, je pense que tu en as dit beaucoup. Je crois qu'il faut aussi savoir reconnaître quand même qu'ils ont une communication qui est très forte pour faire croire justement qu'il n'y a pas d'alternative possible. Et je crois que c'est le plus difficile aujourd'hui en tant que militant, c'est de montrer les alternatives possibles. Alors évidemment, c'est aussi en parlant beaucoup, en écoutant. Et là, face à la crise économique qui s'annonce, qui va être certainement massive, il va falloir quand même écouter
écouter fortement les gens et les engager justement à adhérer à des syndicats. J'ai lu hier qu'aux États-Unis, justement, il y avait le nombre d'Américains qui adhèrent à un syndicat a doublé. Donc le syndicat est aujourd'hui encore l'outil certainement le plus efficace pour mener des actions. Par contre, il a besoin aussi de tous les acteurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas suffisant, mais c'est un outil efficace. Donc je crois qu'aujourd'hui, notre rôle de militant, ça va être de discuter, mais partout, comme tu disais, hein, aussi bien en famille, aussi bien dans des meetings politiques, aussi bien sur nos lieux de travail, et pour montrer que des alternatives soient possibles, et surtout de travailler ce qui nous rassemble pour qu'on soit le plus nombreux possible à proposer des alternatives crédibles, dans le respect évidemment de l'indépendance de chacun dans chaque champ de militantisme sur lequel il agit. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à dire, mais il faut vraiment lutter contre eux. Il n'y a pas d'alternative. S'il y en a, il faut les montrer aussi. Et juste pour terminer, je voulais quand même remercier, je n'ai pas eu le temps de le faire en début, les organisateurs, mais aussi tous les militants techniques qui permettent l'organisation de ces débats et de ces journées. Alors, très rapidement, parce que je crois qu'on est vraiment à la fin, dire un mot donc effectivement sur la question de la culture et des droits culturels. Oui, c'est effectivement à dessein que j'ai parlé aussi de la notion de droit culturel, puisque c'est effectivement une notion qui a une reconnaissance, une existence aussi juridique aujourd'hui dans les textes internationaux et nationaux. Bon, on ne va pas avoir le temps de beaucoup plus développer malheureusement, mais peut-être juste dire deux choses. Je pense qu'il y a dans les sujets à travailler, d'abord il y a la question pour moi de la protection sociale des artistes, qui est une question majeure, et ça permet aussi de faire le lien avec ce qui a été dit sur le revenu universel que malheureusement on ne pourra pas créer. Le lapsus, l'horrible lapsus, non, qu'on ne pourra pas développer dans ce débat, c'est ça que je voulais dire. Mais que voilà, au-delà des questions de revenu universel, il y a les questions de protection sociale plus largement, et sur la question des artistes, je crois qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Et puis aussi la question de l'éducation artistique, où je crois que là aussi, en termes de programmes, à tous les niveaux, national, local, etc., mettre en place un véritable, une programmation d'éducation artistique, je pense que c'est vraiment un enjeu très important. Et pour finir, je voulais rebondir sur ce qui a été dit par Alice sur la question de l'imaginaire, qui je crois est effectivement une bonne manière aussi de finir ce débat. Comment est-ce qu'on fait pour réenchanter ces imaginaires? Je pense qu'on a donné plein d'exemples autour de tout ça. Je crois qu'il faut aussi qu'on se dise que il y a aussi des endroits aujourd'hui qui vont être des laboratoires de cette capacité à réenchanter un imaginaire et à obtenir concrètement des nouveaux droits. C'est les endroits où on exerce, où la gauche et les écologistes exercent des responsabilités. Donc il y a évidemment la question des nouvelles municipalités. Alors ça met beaucoup de pression sur les nouveaux élus, c'est vrai, mais je pense qu'on a vraiment un enjeu là majeur de réussite. Et puis il me semble aussi que c'est très important de pouvoir s'efforcer de toujours ramener les choses au concret. C'est-à-dire il faut que quand on parle de nouveaux droits, quand on parle de nouvelles conquêtes sociales, tout ce qu'on est en train de se dire là, on soit en capacité de démontrer comment est-ce que ça va changer concrètement la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et comment aussi est-ce qu'on peut faire le lien avec la question des territoires, que ce soit au niveau local mais aussi au niveau national, supranational. Le territoire, c'est pas que le local, autour de ces questions d'ancrage et de transformation de la vie quotidienne. Et je pense qu'à partir de ça, et encore une fois des endroits où on est en capacité d'expérimenter le pouvoir, et on pourra démontrer que ces nouveaux imaginaires ne sont pas que des imaginaires mais qui sont aussi du réel, et je crois qu'il faut qu'on ait confiance sur cette capacité-là. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On commençait sur la résignation, on finit par réenchanter l'imaginaire, le contrat est rempli. C'est très frustrant évidemment de ne pas pouvoir développer, donc je vous invite à en débattre en sortant de l'atelier. Je remercie à mon tour les équipes techniques. Et tout à l'heure. Il y a un petit livre gratuit à la sortie pour ceux qui veulent l'argumentaire sur l'aspect climat européen. Et merci à toutes et tous d'être venus. Ouais, c'était vraiment intéressant. Ouais. Vraiment complémentaire. C'est en permanence, mais on a brassé. Oui, mais on aurait pu faire des 10 minutes de